Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe en cette semaine d'inquiétude aggravée de l'Union européenne sur plusieurs fronts. En Italie, l'extrême droite a accédé au pouvoir. En Ukraine, Vladimir Poutine a annexé 4 régions suite à des référendums illégaux. Et à travers tout le continent, la hausse des prix de l'énergie suscite la grogne sociale. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un Italien, mais avant tout un commissaire européen, commissaire à l'économie et aux finances, Paolo Gentiloni. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'ailleurs le genre de commissaire à qui on ne demande pas comment ça va, mais à qui on demande comment est-ce que nous on va, les Européens, finalement. On a eu une très forte reprise après le Covid et on a eu un niveau de croissance cette année jusqu'à l'été qui n'était pas mal. On n'était tout à fait pas dans la récession. Maintenant, on a des clairs messages de ralentissement. C'est possible qu'une récession arrive en Europe à la fin de cette année. C'est possible. Les données très fréquentes qu'on utilise pour prévoir ce qui va se passer nous disent qu'on est en train de ralentir et on aura peut-être le dernier trimestre de l'année qui pourrait déjà être en territoire négatif. Mais ça dépend des températures encore, finalement de l'hiver, non ? Ouais, ça dépend beaucoup de l'énergie et de l'impact que les prix de l'énergie vont avoir dans notre économie. Mais en même temps, je crois qu'on peut être fier du fait qu'on a abordé ce problème de l'énergie, on a réduit beaucoup notre dépendance de la Russie et on a fait ce travail ensemble, qui n'était pas évident de répondre à cette crise ensemble. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays, de l'Italie, après l'annexion de la Crimée, et je vous assure que dans ce cas-là, être unis sur des sanctions qui étaient très, très minimales était très difficile. Maintenant, on a des sanctions très fortes et on est ensemble. Et un nouveau paquet de sanctions depuis la fin de la semaine, justement. Sanctions en réponse, finalement, au faux référendum organisé par le Kremlin dans 4 régions sous contrôle russe, avec notamment une discussion sur le plafonnement des prix, une interdiction de siéger dans des entreprises publiques russes pour les Européens. C'est un peu la clause Gerhard Schröder, si j'ai de l'ancien chancelier qui est aujourd'hui à Gazprom, parce que c'est vrai que c'est assez choquant, non ? Ouais, oui, mais c'est une évolution. Vous savez que c'est le 8e paquet de sanctions. Alors, on a des listings personnels de gens qui sont sujets des sanctions. Ils sont maintenant 1050 personnes et beaucoup d'entités russes. On a une restriction ultérieure du commerce avec la Russie. Par exemple, l'acier est introduit dans les restrictions et on a ce plafonnement du prix du pétrole qui a été un accord à niveau du G7 et que maintenant l'Union européenne relance de notre côté. Et c'est très important l'Europe là parce que il faudra donner un clair message à notre compagnie d'assurance sur le transport de pétrole qu'on n'acceptera pas un transport de pétrole avec un prix supérieur au plafond qu'on établira ensemble. Il y a eu un texte aussi, quand on parle de plafonnement, il y a un autre plafonnement qui fait envie à 15 pays, dont la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Plafonnement du prix du gaz, pas seulement le gaz russe, mais tout le gaz importé. Et parce que le prix, il est à 200 € le mégawattheure, c'est 5 fois son prix en début de l'année dernière. L'Allemagne n'est pas pour, la Commission aussi hésite. Qu'est-ce qui nous fait hésiter ? Naturellement, il y a toujours une relation, et on doit en tenir compte, entre les décisions qu'on peut prendre sur le prix du gaz et l'offre de gaz. Parce que oui, on a réduit l'utilisation du gaz russe. C'était 40%, c'est maintenant 9%.
Mais quand même, on doit regarder aux conséquences de décisions sur le plafonnement de prix. À ce point-là, je pense que la Commission va quand même travailler sur les propositions qu'on a déjà mises sur la table des ministres de l'énergie. Il s'agit de propositions de limitation de prix, particulièrement pour les prix du gaz russe qui vient à travers les gazoducs russes. C'est difficile d'avoir des limitations de prix sur le gaz liquide qui arrive avec les transports de navires. Et il faut peut-être trouver des moyens différents pour les pays différents, comme la Norvège ou l'Algérie ou l'Azerbaïdjan. Mais vous comprenez Mais on va dans cette direction, pour être clair. La discussion des prochains jours, après ce qu'on a proposé au ministre de l'Énergie, va aller dans cette direction. Parce que vous comprenez que taxe sur les super profits des énergéticiens qui se récrient et essayent de la bloquer, taxe sur les entreprises multinationales qui ne payent pas suffisamment d'impôts, bloquées par la Hongrie de Viktor Orban. Les consommateurs européens ont un peu l'impression que c'est toujours eux qui payent la facture et on n'est pas capable de taxer en Europe. On a des traités. La taxation est dans un mécanisme d'unanimité et c'est ce qui nous a, jusqu'à ce moment-là, créé des difficultés sur cette taxation globale minimale de 15%. Mais on y arrivera. On y arrivera parce que ce veto, je pense, ne peut pas être accepté et on y arrivera à ça. Quand il s'agit des super profits des entreprises du secteur de l'énergie, ce que la Commission a mis sur la table est une proposition qu'on appelle une contribution de solidarité, temporaire, exceptionnelle. Il n'y a pas besoin d'unanimité sur ça et je pense que ça va marcher. C'est une contribution extraordinaire qu'on demande à des entreprises qui, fréquemment, sans changer leur modèle de business, ont fait des profits très élevés. Et je pense qu'envers nos citoyens, c'est juste de demander une contribution de solidarité extraordinaire. Alors vous êtes aussi commissaire à la fiscalité, on est loin de l'harmonisation fiscale encore en Europe. Mais de l'autre côté de la Manche, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a l'effondrement de la livre sterling suite à un cadeau fiscal aux riches que la nouvelle première ministre Liz Truss voulait produire. Elle est très pro-Brexit, les conservateurs n'ont pas arrêté de critiquer les défauts de la zone euro. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a des effets des décisions qui ont été prises qui démontrent aussi la volatilité des marchés financiers. Et alors bon, il ne faut pas naturellement cacher le fait qu'il y a des décisions qui sont très, très difficiles à comprendre, mais en même temps, il faut aussi avoir la leçon que les marchés financiers peuvent réagir si on fait des choix qui ne sont pas dans la bonne direction très rapidement. Ce qui, pour moi, est important aussi comme leçon à apprendre pour nous, les Européens, est que la situation a changé en 4 jours au Royaume-Uni. Et alors, il faut être prudent et sérieux dans les mesures qu'on prend. Alors qu'elle voulait distribuer aux riches, en l'occurrence c'était pour distribuer aux plus riches. Avec l'idée, que naturellement n'est pas du tout nouvelle, qu'en diminuant les taxes aux entrepreneurs, on peut donner une poussée de croissance à l'économie. Mais la réaction des marchés apparemment ne va pas dans cette direction. Et il faut en tenir compte. Alors vous êtes commissaire, vous étiez président du Conseil italien entre 2016 et 2018 pour le Parti démocrate. Et le 25 septembre dernier, eh bien, votre pays a voté pour le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire depuis la fin de la guerre. L'Europe s'est réveillée très inquiète de ces élections italiennes. Pourquoi vos compatriotes ont-ils donc désigné ce gouvernement à droite toute ?
Bon, je pense tout d'abord qu'il faut respecter les résultats des élections. Il faut savoir que l'Italie est un système démocratique très fort, avec des rôles différents, le gouvernement, le président de la République, les institutions de la démocratie. Et personnellement, j'ai aucune peur qu'une dictature de droite s'installe en Italie. Mais, en même temps, il faut savoir qu'il y a une différente idée de l'Europe dans ce gouvernement. Et nous, on jugera les décisions italiennes sur les faits, pas sur les idées, sur l'attitude envers nos traités qu'il faut respecter et sur l'attitude envers les plans de relance qu'on a financés à niveau européen et qu'il faut aussi mettre en place. C'est ça ce dont on occupe. Privatement, on peut avoir des idées politiques. Mais... Tout à fait, clairement. Giorgia Meloni, qui entend s'installer au Palazzo Chigi comme chef du gouvernement, elle a dit qu'elle allait renégocier le fameux plan de relance accordé par Bruxelles. Il reste 140 milliards d'euros, donc jusqu'en 2026, post-Covid, le plus important d'ailleurs jamais accordé à un pays. On va renégocier quoi? Ouais, bon, il y a certainement quelques raisons pour demander, et c'est déjà dans notre règle, c'est l'article 21, je m'excuse, de nos règles qui dit qu'en face de circonstances objectives, les pays peuvent demander de changer quelque chose. Quelles sont ces circonstances? Nous savons il y a des prix de certaines composantes qui sont fous maintenant. Il y a une difficulté à trouver des autres composantes, par exemple pour les constructions, qui est un problème. Il y a l'inflation. Alors tout ça peut justifier, mais pas seulement pour l'Italie, pour tous les pays, de demander quelques changements limités. Mais on ne recommence pas un plan parce qu'on a changé de gouvernement. On aura presque 20 ou 30 changements de gouvernement dans la période du plan. On ne peut pas changer le plan parce que le gouvernement a changé. L'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro, vous le savez bien sûr, qui est endettée à 150% de son PIB, avec un spread un emprunt à 10 ans qui, comparé à l'Allemagne, est en train de monter. Des marchés très nerveux en direction de ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut imaginer justement que le système bancaire soit vraiment très fragilisé et c'est potentiellement dangereux pour la zone euro tout entière ? Parce que la Grèce, c'est la Grèce, mais l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. Moi, je ne dirais pas ça. Pour le moment, ce qu'on peut dire pour le moment, que l'Italie a eu un bon niveau de croissance, que le gouvernement Draghi a réussi à baisser la dette, à avoir un déficit qui est limité, plus limité que d'autres pays, et que le niveau de la croissance économique a été pas négatif dans le pays. Et d'ailleurs, c'est une dizaine d'années que l'Italie a un surplus primaire. Il s'agit de ce qui reste après avoir payé les intérêts sur la dette. Mais naturellement, il faut que cette ligne de responsabilité continue. La coalition de droite qui a gagné les élections a déclaré plusieurs fois qu'elle veut continuer sur cette ligne de responsabilité. Si ça sera le cas, je crois qu'il n'y a aucune raison pour voir un danger dans les marchés financiers. Mais nous savons, on était en train de parler du Royaume-Uni. On sait aussi que si on prend des décisions qui vont dans la mauvaise direction, c'est très rapide dans les marchés financiers. Alors cette responsabilité que j'ai entendue et appréciée par ceux qui ont gagné les élections doit être la réalité des choix dans les prochaines semaines.
Les gouvernements passent, les commissaires restent. En l'occurrence, vous ne pouvez pas être récusé parce que vous ne seriez pas nommé par la même majorité. Ce n'est pas la règle. En revanche, est-ce que jusqu'où vous resteriez en place jusqu'en 2024 s'il y a des atteintes graves aux droits humains, et c'est l'inquiétude de certains sur les droits LGBT, les droits des femmes à l'avortement ou encore les droits des migrants, est-ce que ça vous poserait problème de conscience ? Moi, je sais que ça ne sera pas facile, mais j'essaierai d'avoir vers mon pays une attitude européenne, parce que c'est ce qu'on a juré. Quand quelqu'un devient commissaire européen, il jure de faire l'intérêt de l'Union européenne et pas de son pays. Bon, ça est une vérité qui a quelques nuances, mais on n'est pas des représentants des pays dans la Commission européenne. On représente la Commission et les traités. Et on le fait sur l'état de droit, sur l'économie. Et sur les valeurs de l'Union européenne. Sur les valeurs de l'Union européenne. Et c'est ce qu'on va faire. Naturellement, moi, j'adore mon pays, mais je fais le commissaire européen. Merci à vous, Paolo Gentiloni, d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'informations. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, en cette semaine d'inquiétude aggravée de l'Union européenne sur plusieurs fronts. En Italie, l'extrême droite a accédé au pouvoir. En Ukraine, Vladimir Poutine a annexé 4 régions suite à des référendums illégaux. Et à travers tout le continent, la hausse des prix de l'énergie suscite la grogne sociale. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un Italien, mais avant tout un commissaire européen, commissaire à l'économie et aux finances, Paolo Gentiloni. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'ailleurs le genre de commissaire à qui on ne demande pas comment ça va, mais à qui on demande comment est-ce que nous on va, les Européens, finalement. On a eu une très forte reprise après le Covid. Et on a eu un niveau de croissance cette année jusqu'à l'été qui n'était pas mal. On n'était tout à fait pas dans la récession. Maintenant, on a des clairs messages de ralentissement. C'est possible qu'une récession arrive en Europe à la fin de cette année. C'est possible. Les données très fréquentes qu'on utilise pour prévoir ce qui va se passer nous disent qu'on est en train de ralentir et on aura peut-être le dernier trimestre de l'année qui pourrait déjà être en territoire négatif. Mais ça dépend des températures encore, finalement de l'hiver, non ? Ouais, ça dépend beaucoup de l'énergie et de l'impact que les prix de l'énergie vont avoir dans notre économie. Mais en même temps, je crois qu'on peut être fier du fait qu'on a abordé ce problème de l'énergie, on a réduit beaucoup notre dépendance de la Russie et on a fait ce travail ensemble, qui n'était pas évident de répondre à cette crise ensemble. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays, de l'Italie, après l'annexion de la Crimée, et je vous assure que dans ce cas-là, être unis sur des sanctions qui étaient très, très minimales était très difficile. Maintenant, on a des sanctions très fortes et on est ensemble. Et un nouveau paquet de sanctions depuis la fin de la semaine, justement. Sanctions en réponse, finalement, au faux référendum organisé par le Kremlin dans 4 régions sous contrôle russe, avec notamment une discussion sur le plafonnement des prix, une interdiction de siéger dans des entreprises publiques russes pour les Européens. C'est un peu la clause Gerhard Schröder, de l'ancien chancelier qui est aujourd'hui à Gazprom, parce que c'est vrai que c'est assez choquant, non ?
Ouais. Oui, mais c'est une évolution. Vous savez que c'est le 8e paquet de sanctions. Alors, on a des listings personnels de gens qui sont sujets des sanctions. Ils sont maintenant 1050 personnes et beaucoup d'entités russes. On a une restriction ultérieure du commerce avec la Russie. Par exemple, l'acier est introduit dans les restrictions et on a ce plafonnement du prix du pétrole qui a été un accord à niveau du G7 et que maintenant l'Union européenne relance de notre côté. Et c'est très important l'Europe là parce que il faudra donner un clair message à notre compagnie d'assurance sur le transport de pétrole qu'on n'acceptera pas un transport de pétrole avec un prix supérieur au plafond qu'on établira ensemble. Il y a eu un texte aussi, quand on parle de plafonnement, il y a un autre plafonnement qui fait envie à 15 pays, dont la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Plafonnement du prix du gaz, pas seulement le gaz russe, mais tout le gaz importé. Et parce que le prix, il est à 200 € le mégawattheure, c'est 5 fois son prix en début de l'année dernière. L'Allemagne n'est pas pour, la Commission aussi hésite. Qu'est-ce qui nous fait hésiter ? Naturellement, il y a toujours une relation, et on doit en tenir compte, entre les décisions qu'on peut prendre sur le prix du gaz et l'offre de gaz. Parce que oui, on a réduit l'utilisation du gaz russe. C'était 40%, c'est maintenant 9%. Mais quand même, on doit regarder aux conséquences de décisions sur le plafonnement de prix. À ce point-là, je pense que la Commission va quand même travailler sur les propositions qu'on a déjà mises sur la table des ministres de l'énergie. Il s'agit de propositions de limitation de prix, particulièrement pour les prix du gaz russe qui vient à travers les gazoducs russes. C'est difficile d'avoir des limitations de prix sur le gaz liquide qui arrive avec les transports de navires. Et il faut peut-être trouver des moyens différents pour les pays différents, comme la Norvège ou l'Algérie ou l'Azerbaïdjan. Mais vous comprenez, mais on va dans cette direction, pour être clair. La discussion des prochains jours, après ce qu'on a proposé au ministre de l'Énergie, va aller dans cette direction. Parce que vous comprenez que taxe sur les super profits des énergéticiens qui se récrient et essayent de la bloquer, taxe sur les entreprises multinationales qui ne payent pas suffisamment d'impôts, bloquées par la Hongrie de Viktor Orban. Les consommateurs européens ont un peu l'impression que c'est toujours eux qui payent la facture et on n'est pas capable de taxer en Europe. On a des traités. La taxation est dans un mécanisme d'unanimité et c'est ce qui nous a, jusqu'à ce moment-là, créé des difficultés sur cette taxation globale minimale de 15%. Mais on y arrivera. On y arrivera parce que ce veto, je pense, ne peut pas être accepté et on y arrivera à ça. Quand il s'agit des super profits des entreprises du secteur de l'énergie, ce que la Commission a mis sur la table est une proposition qu'on appelle une contribution de solidarité, temporaire, exceptionnelle. Il n'y a pas besoin d'unanimité sur ça et je pense que ça va marcher. C'est une contribution extraordinaire qu'on demande à des entreprises qui, fréquemment, sans changer leur modèle de business, ont fait des profits très élevés. Et je pense qu'envers nos citoyens, c'est juste de demander une contribution de solidarité extraordinaire.
Alors vous êtes aussi commissaire à la fiscalité, on est loin de l'harmonisation fiscale encore en Europe. Mais de l'autre côté de la Manche, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a l'effondrement de la livre sterling suite à un cadeau fiscal aux riches que la nouvelle première ministre Liz Truss voulait produire. Elle est très pro-Brexit, les conservateurs n'ont pas arrêté de critiquer les défauts de la zone euro. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a des effets des décisions qui ont été prises qui démontrent aussi la volatilité des marchés financiers. Et alors bon, il ne faut pas naturellement cacher le fait qu'il y a des décisions qui sont très, très difficiles à comprendre, mais en même temps, il faut aussi avoir la leçon que les marchés financiers peuvent réagir si on fait des choix qui ne sont pas dans la bonne direction très rapidement. Ce qui, pour moi, est important aussi comme leçon à apprendre pour nous, les Européens, est que la situation a changé en 4 jours au Royaume-Uni. Et alors, il faut être prudent et sérieux dans les mesures qu'on prend. Alors qu'elle voulait distribuer aux riches, en l'occurrence, c'était pour distribuer aux plus riches. Avec l'idée, que naturellement n'est pas du tout nouvelle, qu'en diminuant les taxes aux entrepreneurs, on peut donner une poussée de croissance à l'économie. Mais la réaction des marchés, apparemment, ne va pas dans cette direction. Et il faut en tenir compte. Alors vous êtes commissaire, vous étiez président du Conseil italien entre 2016 et 2018 pour le Parti démocrate. Et le 25 septembre dernier, eh bien, votre pays a voté pour le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire depuis la fin de la guerre. L'Europe s'est réveillée très inquiète de ces élections italiennes. Pourquoi vos compatriotes ont-ils donc désigné ce gouvernement à droite toute ? Bon, je pense tout d'abord qu'il faut respecter les résultats des élections. Il faut savoir que l'Italie est un système démocratique très fort, avec des rôles différents, le gouvernement, le président de la République, les institutions de la démocratie. Et personnellement, j'ai aucune peur qu'une dictature de droite s'installe en Italie. Mais, en même temps, il faut savoir qu'il y a une différente idée de l'Europe dans ce gouvernement. Et nous, on jugera les décisions italiennes sur les faits, pas sur les idées, sur l'attitude envers nos traités qu'il faut respecter et sur l'attitude envers les plans de relance qu'on a financés à niveau européen et qu'il faut aussi mettre en place. C'est ça ce dont on occupe. Privatement, on peut avoir des idées politiques. Mais... Tout à fait, clairement. Giorgia Meloni, qui entend s'installer au Palazzo Chigi comme chef du gouvernement, elle a dit qu'elle allait renégocier le fameux plan de relance accordé par Bruxelles. Il reste 140 milliards d'euros, donc jusqu'en 2026, post-Covid, le plus important d'ailleurs jamais accordé à un pays. On va renégocier quoi? Bon, il y a certainement quelques raisons pour demander, et c'est déjà dans notre règle, c'est l'article 21, je m'excuse, de nos règles qui dit qu'en face de circonstances objectives, les pays peuvent demander de changer quelque chose. Quelles sont ces circonstances? Nous savons il y a des prix de certaines composantes qui sont fous maintenant. Il y a une difficulté à trouver des autres composantes, par exemple pour les constructions, qui est un problème. Il y a l'inflation. Alors tout ça peut justifier, mais pas seulement pour l'Italie, pour tous les pays, de demander quelques changements limités. Mais on ne recommence pas un plan parce qu'on a changé de gouvernement. On aura presque 20 ou 30 changements de gouvernement dans la période du plan. On ne peut pas changer le plan parce que le gouvernement a changé.
L'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro, vous le savez bien sûr, qui est endettée à 150% de son PIB, avec un spread un emprunt à 10 ans qui, comparé à l'Allemagne, est en train de monter. Des marchés très nerveux en direction de ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut imaginer justement que le système bancaire soit vraiment très fragilisé et c'est potentiellement dangereux pour la zone euro tout entière ? Parce que la Grèce, c'est la Grèce, mais l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. Moi, je ne dirais pas ça. Pour le moment, ce qu'on peut dire pour le moment, que l'Italie a eu un bon niveau de croissance, que le gouvernement Draghi a réussi à baisser la dette, à avoir un déficit qui est limité, plus limité que d'autres pays, et que le niveau de la croissance économique a été pas négatif dans le pays. Et d'ailleurs, c'est une dizaine d'années que l'Italie a un surplus primaire. Il s'agit de ce qui reste après avoir payé les intérêts sur la dette. Mais naturellement, il faut que cette ligne de responsabilité continue. La coalition de droite qui a gagné les élections a déclaré plusieurs fois qu'elle veut continuer sur cette ligne de responsabilité. Si ça sera le cas, je crois qu'il n'y a aucune raison pour voir un danger dans les marchés financiers. Mais nous savons, on était en train de parler du Royaume-Uni. On sait aussi que si on prend des décisions qui vont dans la mauvaise direction, c'est très rapide dans les marchés financiers. Alors cette responsabilité que j'ai entendue et appréciée par ceux qui ont gagné les élections doit être la réalité des choix dans les prochaines semaines. Les gouvernements passent, les commissaires restent. En l'occurrence, vous ne pouvez pas être récusé parce que vous ne seriez pas nommé par la même majorité. Ce n'est pas la règle. En revanche, est-ce que jusqu'où vous resteriez en place jusqu'en 2024 s'il y a des atteintes graves aux droits humains, et c'est l'inquiétude de certains sur les droits LGBT, les droits des femmes à l'avortement ou encore les droits des migrants, est-ce que ça vous poserait problème de conscience ? Moi, je sais que ça ne sera pas facile, mais j'essaierai d'avoir vers mon pays une attitude européenne, parce que c'est ce qu'on a juré. Quand quelqu'un devient commissaire européen, il jure de faire l'intérêt de l'Union européenne et pas de son pays. Bon, ça est une vérité qui a quelques nuances. Mais on n'est pas des représentants des pays dans la Commission européenne. On représente la Commission et les traités. Et on le fait sur l'état de droit, sur l'économie. Et sur les valeurs de l'Union européenne. Sur les valeurs de l'Union européenne. Et c'est ce qu'on va faire. Naturellement, moi, j'adore mon pays, mais je fais le commissaire européen. Merci à vous, Paolo Gentilini, d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.